Salut à tous, c'est Andy Wheeler, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler course à pied. Mon but aujourd'hui, ça va être de vous expliquer des petits conseils pour débuter la course à pied. Dites-vous que les conseils que je vous donne, c'est des conseils d'un mec qui a perdu 50 kilos pour débuter la course à pied. Mais je pense honnêtement que les conseils que je vais vous donner vont tout aussi bien pour les personnes qui veulent simplement commencer à courir. On va voir plusieurs choses, on va voir déjà les petits prérequis, les choses qu'il faut absolument avoir et les petits à côté, on va dire, si on a envie de se faire plaisir un peu. Et ensuite, comment débuter les premiers runs qui sont souvent les plus difficiles. Et ensuite, comment gérer un petit plan d'entraînement très léger pour passer en quelques semaines, quelques mois, de zéro canapé, rien faire et vraiment pas être sportif du tout, à courir un 5 km sans s'arrêter. Le but, c'est pas de performer, de faire le meilleur temps de fou. Il faut aussi se rappeler qu'un objectif, il faut le respecter, il faut l'admirer comme il est et ne jamais le dénigrer. 5 km sans s'arrêter, c'est une distance qui est conséquente. Je vous assure que si vous réussissez à faire ça, vous ferez partie, je ne vais pas dire d'une élite, mais en tout cas d'une petite majorité de gens qui courent autant. Savoir qu'il y a des gens qui ne courent jamais de leur vie, il y a des gens ça ne les intéresse pas, il y a des gens qui n'ont pas envie. Donc soyez déjà fiers de vous dire que vous avez envie de commencer la course à pied, et qu'un objectif de 5 km sans s'arrêter, ça reste quelque chose de très beau. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez aussi eu des petits challenges comme ça pour commencer la course à pied. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à vous abonner, évidemment, ça nous permet de faire monter un petit peu cette communauté. J'aimerais pouvoir avoir une petite communauté pour s'entraider sur le sport, ça serait génialissime. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo, des petits chapitres en dessous pour vous expliquer la vidéo, et c'est parti! Allez, on va commencer, ça va être très rapide, je vais vous faire un petit background de mon histoire. Je l'ai déjà fait sur la première vidéo, mais je veux faire un truc vraiment sur le sport. Quand j'ai commencé à courir à 128 kg, j'avais un tout petit peu de vélo dans mes jambes, on va dire. Je faisais déjà un petit peu de vélo, j'avais déjà mon vélo qui est là. Et je faisais un tout petit peu de vélo, mais la course à pied, j'avais déjà essayé une ou deux fois et j'ai toujours assez peu aimé. C'est pas un truc qui me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, on va faire un truc léger, juste pour commencer et se dire, ben, j'active les jambes, j'essaie de comprendre comment on court, ce qui n'est pas quelque chose de facile, encore une fois. Moi, mes premiers runs, pour vous expliquer, c'était des runs qui duraient moins de 20 minutes, où le rythme était aux alentours de 10 minutes au kilomètre, donc je marchais 30 secondes, courais 30 secondes, c'était très léger, et c'était juste histoire de comprendre comment on court, gérer son cardio, parce que c'est difficile aussi, et ensuite, au fur et à mesure, et ben, c'est un truc assez logique, mais ben, plus on dit à son corps qu'il faut essayer de s'améliorer, plus son corps s'améliore, hein. Il n'y a pas de secret. C'est pas, si vous courez de plus en plus souvent, votre corps va pas se dire bah, moi je régresse, non. Si en tout cas vous faites ce qu'il faut au niveau de la nutrition aussi à côté, bah, le corps il va dire ok, je m'améliore, j'essaie de perdre du poids, j'essaie de consommer plus de graisse, et j'essaie de faire plus de muscles, et au fur et à mesure, et ben, on arrive à s'améliorer. Et c'est comme ça qu'on passe pour moi en 4-5 mois, de quasiment 0 km à un semi-marathon, en 3 heures et quelques certes, mais un semi-marathon quand même. Et c'est comme ça qu'on passe en près de 2 ans, de 0, 0, 0, assis à l'ordinateur en train de jouer, à bouffer de la merde et à faire 128 kg, à un semi-marathon en 1h41, c'était celui-ci, hein, lourd de table. Voilà, il faut savoir être fier aussi de soi, savoir se dire que c'est pas facile de faire de la course à pied et que ben, voilà, il faut être fier de soi. Même si mon sport c'est pas la course à pied en tant que tel, c'est le triathlon, mais ben, ça en fait partie de la course à pied. Il faut aussi courir, hein. Donc voilà, c'était une petite partie histoire enfin mon histoire en tout cas, mais je trouvais ça intéressant quand même de vous expliquer un petit peu d'où je viens pour que les conseils que je vous donne après ne viennent pas d'un parfait inconnu, donc déjà vous en avez rien à foutre, mais surtout ben, vous savez pas ce qu'il a fait. Vous avez ce petit background de vous dire j'ai fait du semi, j'ai fait plusieurs 10 km, j'ai réussi à m'améliorer au fur et à mesure, et surtout je viens d'un passé où je faisais 128 kg et c'était pas facile. Allez, pour commencer cette vidéo sur le bon pied, on va commencer par les prérequis. La course à pied, c'est pas un sport où on prend les premières chaussures qui viennent, les premiers vêtements et on va courir. Non, il faut quand même un petit peu s'équiper. Rassurez-vous tout de suite pour les gens qui n'ont pas forcément un gros porte-monnaie, moi y compris, hein, je suis loin d'avoir un gros porte-monnaie. Il y a beaucoup de choses dans cette salle que j'ai payé vraiment pas cher, et d'autres, ben, j'ai eu de la chance tout simplement. Mais voilà, j'ai pas un gros portefeuille, donc le but ça va être de vous donner quelques petits conseils, quelques petites choses qui vous permettent de bien vous équiper et de partir courir de façon sereine.
Les prérequis, la première chose, la tenue. On va faire point par point parce que je veux pas essayer de sauter des étapes. Le but, c'est de vous faire une petite liste et de voir point par point ce que vous avez besoin. Et on commence par le t-shirt. Si vous me voyez regarder en dessous, c'est parce que je lis mon iPad. Le t-shirt, c'est bien de prendre un t-shirt assez respirant, qui soit agréable à porter, sur lequel vous vous sentez bien. Le mieux, c'est qu'il soit un peu cintré, si possible, bien serré. Si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps, prenez quelque chose d'assez ample. Pas trop non plus, parce que souvent les vêtements qui sont amples ne respirent pas très bien. Et là, le but, c'est quand même d'avoir un t-shirt qui respire. En ce moment, il fait très très chaud, hein. Il fait aujourd'hui quasiment 40 degrés. Et on va arriver aussi dans les temps de pluie où ça va être un peu plus difficile de courir. Donc prenez quelque chose de plutôt respirant, si possible proche du corps, si vous ne vous sentez pas à l'aise, un peu plus ample. Ensuite, on passe au bas, on passe au collant. Alors vous avez deux choix. Vous avez soit le choix de prendre un short ou un jogging. Je déconseille honnêtement. J'ai déjà essayé de courir avec short ou jogging. Short, ça peut encore aller. Jogging, c'est franchement pas très agréable. Souvent, les joggings sont un peu grands, donc ça a tendance à partir un peu dans tous les sens quand vous courez. Si vous devez prendre un jogging, prenez un jogging assez serré, qui est bien cintré et à votre taille, on va dire. Souvent dans les joggings, on a plutôt tendance à prendre quelque chose d'assez large, une voire deux tailles au-dessus. Surtout si on est un petit peu enrobé, on va pas avoir tendance à prendre quelque chose qui soit à sa taille. Faites l'effort de prendre un truc qui soit quand même un peu cintré. Si vous vous sentez à l'aise avec votre corps, même si vous avez du poids en plus, on s'en fout, hein, c'est pas grave. Là, dans ces cas-là, prenez un collant. Alors celui-ci, c'est un collant de chez Decat, hein, pas de placement de produit, hein, mais ça vient de chez Decat. Et vous en avez pour, pareil, je crois que celui-ci vaut une dizaine d'euros. Entre 5 et 15 euros pour ça. Et vous avez encore une fois des vêtements qui sont techniques, respirants, qui tiendront ni trop chaud ni trop froid, et vous serez vraiment bien à l'intérieur. Allez, on passe en dessous maintenant, sous-vêtements. Alors les sous-vêtements, vous n'êtes pas forcément obligé d'en porter. Moi je sais que très rapidement j'en ai pas porté, parce que je me sentais pas très à l'aise, j'en ai essayé beaucoup et j'ai jamais été bien dedans. Pour les femmes par contre, brassière de sport obligatoire. Pas de soutien-gorge, pas de truc de... Non, brassière de sport, il y en a des très bien chez Decathlon par exemple, encore une fois. Je donne Decathlon comme exemple parce que c'est l'endroit où vous trouverez les fringues de sport les plus techniques et les moins chères, au niveau du rapport qualité-prix. Moi je vous conseille cette marque-là. Certes, j'y ai travaillé et j'ai encore beaucoup de copains là-bas, mais malgré tout, j'en parle parce que c'est plus à la portée de toutes les bourses, on va dire. Si vous prenez des sous-vêtements chez Adidas, Nike ou des choses comme ça, ça va tout de suite être le double du prix. Voilà, c'est un peu plus dérangeant. Brassière de sport pour les femmes, obligatoire. Après, en bas, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, voilà, les sous-vêtements peuvent créer parfois des échauffements. Donc, voire même des saignements sur des longues distances. Moi, j'ai fait des 10 km avec des saignements sur la fin du run. Parce que j'avais des grosses cuisses et du coup, quand ça frotte avec en plus le sous-vêtement au milieu, ça a tendance à vite chauffer assez fort. Si vous devez prendre des sous-vêtements, prenez des sous-vêtements de sport toujours, pas de sous-vêtements classiques qui vont avoir tendance à garder énormément l'eau. On va prendre des sous-vêtements qui respirent bien. Pour les hommes, on va souvent se diriger plutôt vers des slips de sport que des caleçons de sport qui, encore une fois, avec le textile en plus, ont tendance à faire des échauffements. Donc plutôt des slips de sport. Et pour les femmes, pareil, il existe des culottes de sport qui sont bien aussi, qui vous permettent de pouvoir faire du sport sans être dans votre sueur pendant toute la séance. Voilà. On va faire un point qui va sembler un peu ridicule pour certains, mais pour la réalité, c'est vraiment important. Les chaussettes. Les chaussettes, c'est un point qui est très important. Pareil, pour les premiers runs, souvent la plupart des gens vont partir avec leurs chaussettes qu'ils utilisent pour bosser ou des choses comme ça. Très mauvaise idée. Les chaussettes classiques ont un textile qui n'est pas du tout adapté à la course à pied. La sueur va rester à l'intérieur et pareil dans les chaussures, ça va créer un inconfort monumental. Ça peut créer des ampoules, ça peut être très mauvais pour les pieds. Donc on dégage tout de suite les chaussettes de ville et on va prendre des chaussettes de sport. Ça coûte rien, ça coûte 2-3 euros. Allez, 5 euros si vous en prenez des spéciales. Là, celles-ci, c'est parce qu'elles sont un peu colorées, elles viennent aussi de chez Decat et c'est des chaussettes de vélo à la base. J'ai dû les payer 7 ou 8 euros. Mais voilà, vous pouvez trouver des chaussettes toutes simples pour vraiment pas cher du tout. C'est ultra important d'avoir des bonnes chaussettes de sport. Allez, on va passer sur le point le plus important, celui sur lequel on va passer le plus de temps. Les chaussures. Alors, les chaussures, c'est difficile de vous conseiller comme il faut. Parce que, en fait, il faudrait quasiment une chaussure par personne, tellement c'est compliqué. On va dire qu'il y a deux grandes familles. Il y a les familles des chaussures pour les gens qui font moins de 80 kg et plus de 80 kg.
Les chaussures qui font moins de 80 kg, enfin pour les personnes qui font moins de 80 kg en tout cas, vont être tendance à être un petit peu plus légères et avoir un peu moins de confort. C'est l'inverse pour les autres. Moi, quand je faisais 128 kg, on m'a conseillé celle-ci. Donc, c'est des Brooks Glycerin 17, qui est une paire de chaussures qui n'existe plus maintenant. La marque existe toujours. Brooks, c'est une très bonne marque pour les gens qui veulent commencer à courir et qui sont en surpoids. Et cette paire de chaussures, je l'ai payée 180 euros. J'ai mis le prix, mais le problème, c'est que j'ai eu plein de paires de chaussures dans ma vie. J'ai couru avec plusieurs paires, j'ai jamais été bien dedans. Et ces chaussures-là, encore à l'heure actuelle, je les conseille à toute personne qui veut commencer à courir. Brooks, pour les gens qui veulent commencer à courir, qui savent qu'ils vont aimer et qui sont un peu en surpoids, elles sont géniales. Elles sont complètement rincées. Elles ont fait, je pense elles ont dû faire avec moi 4 ou 500 bornes. Et elles sont complètement rincées parce que, oui, quand on fait plus de 100 kg, on ponce les chaussures bien plus vite que si on en fait 60. Faut savoir qu'une paire de chaussures de sport pour courir va avoir tendance à faire entre 700 et 1000 km, un peu moins, un peu plus, ça dépend lesquelles. Si vous prenez des lames carbone par exemple, qui sont des chaussures très haut de gamme, mais que pour les gens qui font vraiment de la performance, on est plutôt sur 300 bornes. Mais voilà, là ici, on va être sur des chaussures qui sont vraiment faites pour le confort, qui sont assez lourdes, hein, honnêtement, elles pèsent vraiment, mais elles apportent beaucoup de confort, beaucoup de fluidité sur la course. Donc, voilà, si vous devez prendre une paire de chaussures, mon gros conseil, ça va surtout être d'aller dans un magasin où ils peuvent vous faire une étude posturale sur place. Enfin, une étude de course à pied en fait. Où ils ont un tapis, ils vont regarder votre façon de courir, et en fonction, ils vont voir si vous êtes pronateur, supinateur, si vous avez des problèmes pour courir, et vous allez pouvoir essayer les paires sur place. Si vous avez ça, faites-le les yeux fermés, surtout si c'est gratuit. Normalement, si vous achetez une paire de chaussures sur place, c'est censé être gratuit. Si c'est payant et que c'est trop cher, cassez-vous, hein, merde. On va pas commencer à payer des trucs pour acheter en plus derrière chez eux. Si par contre c'est gratuit, vous pouvez le tenter et voir effectivement quelle paire de chaussures vous va bien. Voilà. Faut pas être trop radin et se dire qu'avec une paire à 20 euros ça suffira. Oui, cette paire-là, qui est la paire avec laquelle je m'entraîne un petit peu de temps en temps quand je suis sur des entraînements légers, oui, c'est une paire qui vaut 20 balles. C'est une paire de chez Decathlon, encore une fois. Et elle est très bien, hein, je dis pas le contraire. Parce que pour moi, sur un run léger, j'ai pas besoin d'avoir une paire de chaussures performantes, j'ai besoin d'avoir une paire de chaussures qui me fait pas mal aux pieds, puis ça suffit. Ensuite, les petits conseils que je vais donner un peu en rapidité par rapport aux chaussures. À votre taille, toujours, ou une taille au-dessus, mais vraiment évitez de prendre une paire que quelqu'un n'en a pas voulu, elle fait 2 tailles de plus que vous, ou elle est un peu trop petite, elle fait une demi-taille de moins, vous n'êtes pas très à l'aise. Toujours à la bonne taille. Et encore mieux à la taille quand elles sont neuves, parce que des fois on se dit ouais c'est bon, elles vont se faire. Les chaussures de course à pied ça se fait certes, mais commencer à courir avec des chaussures qui vous font les ampoules, tout ça pour vous dire que dans 6 mois elles vous iront, laissez tomber. Si possible qu'elles soient neuves aussi, c'est important. Si c'est pour pareil prendre les chaussures du voisin parce que il a arrêté de courir et qu'elles sont à votre taille, pareil je vous le conseille pas parce que c'est des chaussures qui vont avoir déjà une empreinte de fête à l'intérieur et vous aurez, avec un peu de chance, vous allez être bien dedans, mais la plupart du temps vous allez être mal. Donc on va éviter les chaussures prêtées par le voisin ou données par le voisin. Et donc voilà, pour revenir un peu sur le prix, j'ai donné une phrase qui va vous faire peut-être un petit peu réfléchir. Est-ce que vous préférez prendre une paire de chaussures qui vous a coûté 20 balles, mais dans 3 semaines vous arrêtez parce que vous avez trop mal aux pieds et que vous arrêtez le run? Ou est-ce que vous mettez 60, 80 ou 100 balles, ou même plus, dans une paire de chaussures dans laquelle vous allez être bien et que vous continuerez à utiliser parce que vous allez continuer à courir, parce que vous aimez ça? Voilà, la question se pose. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a des gens qui vont préférer prendre des petites chaussures à 20 balles ou 30 balles. Juste, la question c'est à vous de vous la poser et de vous donner une réponse objective. Et dernière information au niveau des achats, c'est pas forcément un prérequis. Une montre connectée, c'est pas obligatoire. Il en existe plein. Là j'ai une Garmin 735 XT, une Apple Watch. Il en existe des centaines, peut-être que vous en avez déjà une. Essayez de voir si elle fait le sport, normalement la plupart le font. Et si elle peut se connecter à Strava par exemple, ça peut être cool de voir votre amélioration. Un petit conseil en plus, c'est de se prendre en photo quand on finit un run pour avoir une petite trace. C'est sympa de se rappeler de ses premiers runs. Moi j'ai encore des photos de mes tout premiers runs qui étaient un peu laborieux, je vais pas vous mentir. Mais c'est sympa de pouvoir du coup se suivre un peu comme ça. Une montre connectée, c'est absolument pas obligatoire, mais ça vous donne des infos sur où est-ce que vous en êtes, depuis combien de temps dure votre run, votre rythme cardiaque, voilà. C'est intéressant de l'avoir, aucune obligation.
Au niveau du budget, il faut se dire que ça peut commencer aux alentours de entre 50 et 100 euros, jusqu'à, il y a des Garmin qui vont jusqu'à 900, 1000 euros sans aucun problème. Une Apple Watch vaut 400 et quelques. Voilà, il y a moyen de pouvoir avoir un peu un petit truc moyen pour, ouais, aux alentours de 150-200 euros. Vous avez des très bonnes montres qui sont vraiment bien pour la course à pied. Mon petit conseil, allez voir soit du côté des Apple Watch, soit du côté des Garmin Forerunner. Allez, on va parler technique maintenant. J'espère que vous avez mis vos chaussures parce qu'on est parti pour courir. Je vais vous expliquer comment les premiers runs se passent. Le premier run que vous allez faire durera environ un quart d'heure. Mais il y a un peu de technique à l'intérieur. On va rajouter 5 à 10 minutes avant pour s'échauffer et 5 à 10 minutes après pour récupérer. Donc ça vous fait en tout, oui, un petit peu plus qu'un quart d'heure. Mais pendant ce quart d'heure qui sera vraiment votre quart d'heure sportif, on va faire 30 secondes de jogging. On ne regarde pas les allures, c'est pas important. La seule chose qu'on regarde sur notre montre, c'est les 30 secondes de course à pied. Quand on a terminé ces 30 secondes, on va marcher pendant 30 secondes. Pas une marche trop lente, attention. On essaye de garder une certaine allure pour ne pas dire à notre corps de faire des pics, mais juste d'essayer de garder quelque chose d'un peu constant. Donc, marche un petit peu engagée, un petit peu sportive, je suppose que vous voyez ce que je veux dire. Et une course à pied, pas trop forte non plus. Tranquille, on jogue. Et ça va nous permettre de pouvoir commencer à adapter notre corps à faire du sport. Dans ces un quart d'heure, vous ne faites que courir pendant 7 minutes 30. C'est déjà pas mal. Vous faites ça 2-3 fois par semaine. On en parlera à la fin, de toute façon, de comment on gère un planning. Mais voilà, le but, c'est de se dire, je cours 2 à 3 fois par semaine en faisant ça, en augmentant un petit peu au fur et à mesure, et on va pouvoir réellement trouver des résultats qui seront intéressants pour le futur. Ensuite, on va parler de l'endroit où courir. Je vous déconseille, si possible, d'aller courir sur la route, surtout pour commencer. Déjà parce que le sol est dur, ça peut faire peur, surtout si vous n'avez pas de trottoir. Si vous avez des trottoirs, vous êtes gêné par les gens qui courent soit plus vite que vous, soit qui marchent, qui ne regardent pas où ils vont, qui sont un peu embêtants, qui sont avec des poussettes et qui font n'importe quoi. On les connaît tous, hein, bien sûr, on les connaît, les gens qui font n'importe quoi sur les trottoirs, qui font n'importe quoi sur la route aussi. Le mieux, c'est soit un chemin où il n'y a personne qui passe, et c'est plutôt cool, vous pouvez faire vos allers-retours comme vous voulez. Le mieux, celui que je vous conseille à 100%, si vous avez un parc. Parfait. C'est toujours un peu large, il y a de quoi normalement circuler, à part si vous habitez à Paris. Mais l'avantage, c'est que le sol est un peu plus mou. Vous pouvez courir sur quand même quelque chose qui est stabilisé, où il n'y a pas de trous, de choses comme ça. Le parc, c'est parfait. Souvent, vous voyez du beau paysage, ça vous permet de lever un peu le nez et de pas d'être vos yeux sur la montre tout le temps. Le parc, c'est nickel pour courir. Si vous avez ça, c'est parfait. Et puis sinon, essayez un chemin. Et si vraiment vous n'avez pas le choix, essayez de courir sur la route. Je vous le conseille pas, mais si vraiment vous êtes obligé, faites avec ce que vous pouvez. Allez, on va pouvoir commencer du coup à augmenter un petit peu le niveau. Vous avez fait vos premiers runs en ce qu'on appelle le 30-30, 30 secondes de marche, 30 secondes de course. Et ça vous semble facile, c'est acquis, ça se passe bien. C'est pas trop dur. Quand vous terminez votre course, vous vous sentez bien. Et bien on va pouvoir commencer du coup à augmenter un petit peu le temps de course. On va passer d'un run total de 1 quart d'heure 20 minutes à 20-25, 25-30. On va pouvoir commencer à augmenter un petit peu. Moi, ce que je vous conseille, c'est de monter de 5 minutes en 5 minutes. Donc vous passez de 15 à 20, de 20 à 25, de 25 à 30, jusqu'à arriver à 40 minutes. 40 minutes, c'est pour moi le moment où ça ne sera plus intéressant de ne faire que ça. À ce moment-là, on va réduire un petit peu le temps total. On va repasser sur un 25-20 minutes. Par contre, on va augmenter le temps effectif de run. C'est-à-dire on va passer de 30 secondes de course et 30 secondes de marche à 45 secondes de course, 30 secondes de marche. Ou un peu moins, ou 40 secondes de course, ou 35 secondes. Le but, c'est toujours d'augmenter un petit peu pour faire en sorte de se prouver à soi-même qu'on peut s'améliorer encore un peu. Et on va faire ça jusqu'à arriver, encore une fois, à un plafond qui devient intéressant, qui est pour moi le 60-30. C'est-à-dire on va courir 1 minute et se reposer pendant 30 secondes. Recourir pendant 1 minute, s'arrêter pendant 30 secondes. Sur un run par exemple de 20 minutes, eh bien, on va courir aux alentours de 12, 13, 14, 15 minutes pour se reposer de moins en moins de temps possible. Mais toujours avec ce temps de repos qui reste important dans les débuts. Ensuite, arrivé à ce point, le 60-30
étant effectué, ce qu'on va conseiller maintenant, c'est de réduire le temps de pause. Passer de 60-30 à 60-25, 60-20, 75. Et même de temps en temps, on va se dire, allez, cette minute, enfin cette 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes de repos, allez, on va les enlever une fois pour tester. On va essayer de courir 2 minutes pour tenter, 3 minutes. Et puis au fur et à mesure, vous allez voir que les temps de pause, vous allez moins les regarder. Vous allez faire, allez, je cours 5 minutes, puis après je me repose 1 minute, histoire quand même de garder du repos. Puis ensuite, je repars 5 minutes. Puis ensuite, je repars 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, de façon tout à fait naturelle, le temps de pause, vous en aurez simplement plus besoin. Parce que, ça y est, vous allez réussir, en tout cas, à courir de façon linéaire, sans faire de grands pics ni de grandes performances, mais vous allez réussir à courir comme il faut pendant 5, 10, 15 minutes. Et c'est quelque chose qui est faisable, et qui est faisable sans trop prendre de temps. En quelques semaines, c'est faisable. En s'améliorant, sans se faire mal. Et quand vous rentrez chez vous, vous êtes fier de vous et vous n'êtes pas défoncé, vous n'êtes pas cassé. C'est ça qui est génial. C'est qu'on ne rentre pas chez soi en étant défoncé, en ayant mal aux jambes, en se disant putain, mais je vais jamais recourir, c'est de la merde. Non, vous avez réussi à courir, quoi. Et là, vous êtes bien. Et ensuite, au bout de quelques semaines, ça deviendra un objectif pour vous, j'en suis sûr. Réussir à faire 30 minutes sans vous arrêter. On garde toujours le temps d'échauffement et le temps de récup à la fin de 5 à 10 minutes, histoire quand même de se préparer à un effort. En fait, c'est simplement faire un petit palier avec votre cœur. Votre cœur au repos est un peu plus bas, on va le faire monter un petit peu, et ensuite, pendant la course à pied, il va monter. Donc, à ce moment-là, on va se dire, allez, on essaie une demi-heure. Et puis, si on s'arrête au bout de 15 minutes pour marcher 1 minute et qu'on repart pour 15 minutes, ce sera la prochaine fois. Mais vous verrez que vous réussirez, et encore une fois, vous ne serez pas cassé. Et ensuite, pour terminer, on va arriver au run des 5 km. On va du coup apprendre à regarder la montre, non pas par les minutes, mais par les kilomètres. Vous allez voir, ça se fait très facilement. C'est juste une ligne à regarder en dessous. On va regarder le nombre de kilomètres, et du coup, vous allez apprendre à savoir ce que c'est qu'un rythme au kilomètre, puisque les coureurs à pied ne parlent pas de kilomètre-heure, mais de minutes par kilomètre. Vous saurez par exemple que 6 minutes au kilomètre, ça vous fait un run de 5 km en une demi-heure. Que ça vous fait du coup un 10 km en 1 heure. Voilà. Et juste en sachant ces petites choses-là, on va pouvoir gérer nos allures. Et là, on commence à rentrer dans le gras de la course à pied, qui est quelque chose qui n'est pas du tout intéressant pour nous dans cette vidéo. Mais c'est un premier pas vers le monde de la course à pied. Si vous réussissez à passer ce premier pas qu'est les 5 km, habituellement, je pense que vous allez être piqué et vous devriez continuer. Allez, un petit point maintenant sur la récupération. Il se peut que malgré tout vous ayez des douleurs, c'est des choses qui arrivent, des courbatures. Donc du coup, quelques petits conseils, des étirements. Mon conseil, c'est de ne pas les faire directement après les runs, parce que ça veut dire que vous faites run, où vous allez casser vos fibres musculaires et leur demander d'être plus fortes, et en même temps leur demander d'être plus souples. Pas très intéressant, vaut mieux les faire plusieurs heures après, voire même le lendemain. Encore une fois, ce n'est qu'un conseil. Renseignez-vous un peu plus sur internet, vous verrez que les avis sont plutôt dans cette région-là en tout cas. Et ensuite, les trucs simples, lever les jambes. Bain froid, même si je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais le bain froid, ça permet aussi de pouvoir récupérer les jambes. Le bain, évidemment, vous le faites qu'au niveau des jambes, pas au-dessus, ça sert à rien. Voilà, c'est quelques petites infos pour la récup. Il y a beaucoup plus de choses sur internet qui sont intéressantes au niveau de la récup que les informations que je vais vous donner ici. Là, c'est juste quelques petites billes. Allez, ceci étant fait, on va parler du dernier point maintenant, qui est gérer son planning de sport. Donc ça va être semaine par semaine, je vais faire ça rapide. Je ne veux pas vous donner un truc type, parce que c'est peut-être pas très intéressant, ça va être au ressenti un petit peu. Puis pour l'instant, moi je suis pas coach sportif, c'est quelque chose que j'aimerais devenir. Je pense que je ferai une reconversion professionnelle dans les années qui suivent pour devenir coach sportif, c'est un truc qui me plairait beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est un truc qui pourrait vous intéresser, mais voilà, c'est un truc que j'aimerais faire, devenir coach sportif plus tard. Et du coup, voilà, mon but, ça va être simplement de vous donner quelques petites billes, encore une fois, sur comment gérer un planning. Je ferai très certainement aussi une vidéo sur comment gérer un planning complet. Là, voilà, j'ai fait simple, je vous le montre juste là. Dans ce planning, il y a toutes mes séances de sport et toutes mes choses obligatoires. Donc il y a mes horaires de travail. Alors, je vous le dis tout de suite, ces horaires-là sont des horaires fictifs, je ne travaille pas réellement comme ça.
C'est pour vous donner une idée. Je ne mets pas mes vrais horaires parce que j'ai pas envie de montrer à quel endroit, enfin à quel moment je suis pas chez moi, tout simplement. Et du coup, en fait, ce qu'on va essayer de chercher, c'est les trous. Par exemple, vous voyez que j'ai des trous en début de semaine, j'ai des trous en fin de semaine, j'ai un jour de repos dans la semaine et j'ai un jour de repos le dimanche. Le but, ça va être du coup, avec ces trous, de se dire, ok, où est-ce que je peux placer au moins 2 séances de course à pied? J'ai un jour de repos en semaine, plus un jour de repos le dimanche, mais mes séances sont très faciles à mettre. Par contre, j'ai des jours de repos qui tournent en fonction des semaines parce que je travaille en 5-8 ou des choses comme ça, ou en 3-8. Et ben là, on va s'adapter, on va essayer de faire en sorte de toujours avoir au moins 1 voire 2 jours de pause. Si par contre je veux courir 3 fois par semaine, là on va modifier un petit peu. On va se dire, et ben là je vais courir le mardi parce que j'ai du temps le matin, ensuite je vais courir le jeudi parce que j'ai du temps le soir, et ensuite je vais courir dimanche parce que j'ai du temps toute la journée. Le but, ça va être de faire en sorte d'avoir un planning assez espacé pour se laisser du temps de récup et de ne pas courir sur des courbatures et engendrer de la fatigue qui n'est pas forcément très intéressante et surtout qui ne va pas vous permettre de vous améliorer. Et voilà, c'était mes conseils sur cette très longue vidéo. Là, j'en suis quasiment à 50 minutes d'enregistrement. Je pense qu'il y aura moins de temps de vidéo, j'espère en tout cas. Mais c'était très intéressant pour moi de me replonger dans mes premières runs. J'espère que c'était intéressant pour vous aussi du coup de comprendre et de connaître comment un homme a réussi à perdre 50 kilos grâce à la course à pied. Et à la nutrition, je le rappelle encore une fois, la course à pied ne fait pas tout. C'est 20 ou 30% de course à pied pour 70% au moins de nutrition, c'est le plus important. Donc voilà, je ne vais pas faire trop long parce que j'ai déjà fait extrêmement long. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre la cloche si ça vous intéresse pour voir toutes mes prochaines vidéos. J'espère que j'en sortirai bientôt d'autres. C'était en tout cas génial de faire ça ici, c'était vraiment très très cool. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut à tous, c'était Andy Wheeler, à la prochaine, ciao.